Je suis Roland, le meunier. Je travaille avec le moulin ici à Nailloux depuis une dizaine d'années. J'ai une quinzaine d'années de pratique sur les moulins à vent traditionnels. Le moulin, c'est un outil qui apparaît très simple au départ. Quand on regarde la structure, c'est un engrenage de meule, c'est quelque chose d'assez primitif, mais c'est un outil qu'il faut appréhender avec beaucoup de finesse parce qu'on travaille avec une énergie particulière, c'est le vent, et le vent c'est jamais le même, il n'a jamais la même force, les directions sont très particulières, il fait des couches parfois, le vent qu'il y a au sommet de l'aile ne sera pas le même que celui qu'il y a à nos pieds. Donc c'est une énergie très particulière et on entend aujourd'hui qu'il est très présent ici dans le Lauragais. C'est une donnée principale de nos coteaux du Lauragais. Donc si les moulins tournent depuis tant d'années, c'est pour répondre à un besoin essentiel, celui de se nourrir. La base de l'alimentation a longtemps été le pain. Et si on écrase des céréales depuis environ 10 000 ans, eh bien c'est pour pouvoir se nourrir tout simplement. Au cours de la révolution néolithique, quand l'agriculture a commencé à apparaître, les premiers dispositifs pour écraser du grain ont commencé aussi à apparaître. C'est parti de deux simples pierres que l'on frottait l'une contre l'autre avec du grain entre les deux. Et ça s'est amélioré au cours du temps. À l'Antiquité, les Romains et les Grecs ont inventé des dispositifs qui utilisaient la force hydraulique. Les premiers moulins à eau sont apparus à ce moment-là. Et les moulins à vent, qui commençaient déjà à ressembler à celui-ci, sont apparus au Moyen-Âge, il y a environ un peu moins de 1000 ans. C'est une invention très certainement qui a été adaptée sur le sol européen. Ça correspond au retour des croisades, très certainement. Les gens qui étaient allés au Moyen-Orient avaient vu des dispositifs qui fonctionnaient avec l'énergie éolienne, assez peu semblables aux moulins tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais ils se sont inspirés du principe pour faire cette machine-là qui a commencé donc à s'implanter en Europe. Partout où il n'y avait pas des conditions hydrauliques suffisantes pour entraîner des moulins à eau. Et sur nos coteaux, a priori, a fortiori, parce que le vent souffle, on a implanté des moulins à vent. Donc quand on regarde sur les deux types de machines à eau à vent, l'eau est toujours privilégiée parce qu'elle a le bon goût de couler toujours dans le même sens et on peut l'endiguer, réguler le débit. Le vent, c'est autre chose. Le vent, c'est le maître, il fait ce qu'il veut. Le meunier doit juste être là pour essayer de se servir de cette énergie. Mais c'est le vent qui va dicter sa loi. S'il est trop fort, le moulin ne va pas tourner. S'il est trop faible, il n'aura pas assez de puissance pour entraîner toute cette machine, notamment les meules qui font jusqu'à 1,5 tonnes. Donc on a besoin quand même d'un petit peu d'énergie. Ce moulin-là a une drôle d'histoire parce que c'est un moulin neuf, c'est un moulin du XXIe siècle, mais qui fonctionne comme un moulin d'autrefois. Alors, l'idée, c'est que tout au cours du XXe siècle, les moulins ont disparu, ils ont été supplantés par les minoteries industrielles. Et à partir des années 70, quasiment tous les moulins du Lauragais ont fermé leurs portes. Ça reste un patrimoine bâti qui est sympathique et ça reste aussi un patrimoine qui est dans les têtes, un patrimoine imaginaire aussi, on voit dans les chansons, dans les histoires, ça revient souvent, qui a voulu être préservé par Monsieur Rivals, qui a commencé sa carrière d'enseignant ici et qui après a fait, comment on pourrait dire,
pour faire simple, de l'ethnologie de proximité. Il a étudié les meuniers qui étaient en train de disparaître dans les années 70, à l'heure où certains allaient étudier les papous au bout du monde, les tribus qui elles aussi étaient en train de disparaître. Par exemple, lui s'est dit, il y a une tribu ici qui est en train de disparaître, avec son savoir-faire, ses mœurs très particulières et ses façons de faire, ses traditions. Ce sont les meuniers du Lauragais, et il a voulu récupérer le plus d'informations possible, de documentation, de photos, etc., etc. Il a même fait, il me semble, il a travaillé sur des films qui ont permis de garder un petit peu cette mémoire-là. À la suite de ça, des associations se sont créées pour préserver ce qui pouvait être encore sauvé. Et ici, à Nailloux, l'idée, ça a été d'ériger un moulin neuf pour garder un témoignage, pour avoir un outil pédagogique aussi qui permette aux plus jeunes de se rendre compte de la réalité du moulin, de pouvoir voir tourner à nouveau et pouvoir aussi être une porte d'entrée dans le Lauragais qui est caractérisé par deux gros facteurs, deux facteurs importants, le vent et le blé. À la croisée, il y a le moulin. Donc quand il s'est agi ici de faire un bâtiment symbolique pour représenter le Lauragais, le moulin est tout de suite venu à l'idée. Je suis donc connu ici en tant que Roland Le Meunier. Alors c'est un titre qui m'a été accolé à tel point que les gens ne m'appellent plus que Le Meunier pour certains. Alors c'est un raccourci un petit peu amusant, bon, qui est très parlant évidemment parce que je suis attaché à ce moulin et je le fais tourner depuis qu'il est construit. D'ailleurs j'ai eu le privilège d'être le seul meunier dans ce moulin. Ceci dit, je ne prétends pas avoir le savoir-faire des anciens meuniers d'autrefois parce que je pouvais accumuler l'expérience de toutes les générations qu'il y avait avant eux. C'était quelque chose qui restait dans les familles. Il y avait des familles de meuniers, comme dans souvent les corps de métier autrefois. Et ce savoir qui se transmettait de père en fils avait quasiment une part qui devenait innée du ressenti du vent, de la connaissance de la machine, parce que en plus d'accumuler toutes les expériences du passé, eh bien, les enfants, je ne dirais pas naissaient dans le moulin, ce serait un peu exagéré, mais en tout cas ils y venaient très jeunes et ils apprenaient à voir quelle était la relation entre le vent, la machine, la mouture, jusqu'à sentir l'humidité de l'air, avoir une connaissance empirique de la météo que beaucoup d'autres n'avaient pas. Donc le meunier, en un sens, était un personnage un petit peu à part dans la société d'autrefois, qui était assez structuré. Il était entre les paysans et les notables. C'était un échelon un petit peu particulier et grâce ou à cause de ça, il y avait plusieurs choses qui s'attachaient à sa réputation. Alors, on disait que les meuniers étaient des voleurs parce que sur les modes de paiement, c'était un petit peu moins cadré qu'aujourd'hui. On leur permettait de prendre un sac de grains sur 10 où ils rendaient 9 mesures sur 10 qu'il avait moulu. Donc évidemment, quand il s'agit de faire des transactions de ce type, il y a toujours le risque du litige. Alors l'autre facette qui est un petit peu noire, l'autre facette un peu particulière des meuniers, on les accusait d'être des coureurs de jupons. Bon, déjà, de par leur métier, ils étaient un peu plus riches que le commun des travailleurs de la terre. Donc déjà, ça, on pouvait soupçonner qu'ils avaient plus de moyens et donc qu'ils avaient peut-être plus de séduction grâce à ça. On disait aussi que quand ces messieurs étaient au champ et que les dames venaient amener le sac de grains à moudre, eh bien, fallait s'occuper tout le temps que la mouture se faisait. Donc les pauvres meuniers, peut-être y en avait-il qui n'étaient pas si innocents que ça, eh bien, avaient ce type de casserole. Donc c'est un personnage qui était envié, un petit peu jalousé, mais respecté. Alors ces genres de piques qu'on lui envoyait, c'était de bonne guerre, c'était la même chose que l'on faisait avec le curé, l'instituteur, ces personnages un petit peu publics, un petit peu emblématiques de la vie d'autrefois,
eh bien on avait plaisir à leur attacher les casseroles comme aujourd'hui on peut le faire avec les hommes politiques par exemple. Donc là, pour faire tourner le moulin, je lâche le frein. Alors c'est un frein très simple qui est constitué d'une bande de peuplier qui insère le grand rouet, la grande roue là que l'on va voir tourner dans quelques instants. Et ensuite il suffit de séparer les meules pour avoir, pour avoir un peu moins d'inertie afin de lancer le moulin. Ensuite le réglage se fait par la suite pour avoir une mouture plus ou moins fine. Une fois que le frein est lâché, j'appuie sur le levier de la trempure afin de libérer les meules. Là, il ne reste qu'à attendre une petite rafale de vent pour qu'elle puisse se mettre à tourner. Et comme ceci. Impressionnant. Donc ce moulin, comme tous les moulins qui font de la farine avec des pierres, des meules de pierre, fait une mouture un petit peu particulière qui est brute. Il faut la tamiser donc pour avoir un produit sur lequel on va pouvoir faire du pain ou des crêpes ou ce qu'on veut d'ailleurs. Mais l'idée c'est de séparer la farine blanche du son. Alors là au bout d'un moment on voit que ça change de couleur et on va récupérer la peau du grain pour pouvoir aussi, par exemple, s'en servir pour la nourriture des animaux, etc., etc. Donc là, on voit qu'on a une mouture qui a une couleur un petit peu particulière. Elle n'est pas aussi blanche que la farine industrielle parce qu'il y a toujours un petit peu de son pulvérisé et le germe qui passe dedans, ce qui en fait un produit avec des qualités nutritionnelles particulières. Et par contre, elle n'a pas la propriété de se conserver comme la farine industrielle. Autant le germe est bon pour la santé, etc. Autant pour la conservation, il est très mauvais. Voilà. Et le vent se remet en route. Et là, on va bien voir la différence une fois que toute la farine est passée entre le son et la farine au niveau de la couleur. C'est flagrant. Au niveau de la texture aussi, on voit que ce sont des petits morceaux qui ne sont pas forcément très agréables.